et j'ai eu un prêt de 9 200 000 francs, ce qui m'a permis, m'a-t-elle dit, d'acheter donc un congélateur et de commencer elle a recruté 10 personnes, elle m'a dit, avec ça. Vous voyez, cette création d'emplois par les PME. Les PME créent des emplois, plus d'emplois que les grosses entreprises, parce qu'il y a moins de sophistication, disons, dans la gestion de temps en temps. Il faut beaucoup plus de personnes pour gérer une PME. Alors elle me dit, mais voilà, aujourd'hui, vous savez, je fais mon chiffre d'affaires déjà depuis 3 mois est de 2 millions par mois. Donc ça veut dire que cette jeune demoiselle, aura un chiffre d'affaires de 25 à 30 millions dans 6 mois. Et ainsi de suite. De 9 millions, elle est passée à 25 millions. Après, dans 2 ans, elle sera à 100 millions. Et là, elle pourra participer à des appels d'offres sur d'autres choses, etc. Et on va encourager les entreprises étrangères à la soutenir. Nous allons encourager les banques à soutenir son action. Le programme Agir pour les jeunes va être également... J'ai d'ailleurs interpellé le ministre chargé de la promotion. Je dis, mais cette dame, il faut la suivre, il faut l'aider. Elle avait besoin d'un prêt de 20 millions supplémentaires pour faire autre chose. On doit les encourager. Nous devons les suivre. Mais nos jeunes entrepreneurs, je vous parle les yeux dans les yeux, vous devez vous aussi vous faire connaître. C'est-à-dire, prenez des initiatives. Hein, écrivez au ministère compétent. Si c'est un problème maritime, comme un d'entre vous me l'a dit, écrivez au ministre des Transports. Et vous m'envoyez copie à la présidence. Si le ministre des Transports ne répond pas, moi je vous répondrai. Si c'est dans un autre domaine, écrivez. Écrivez aux ministres. Les ministres sont là, ils sont à votre disposition. Et moi, je suis à votre disposition. Donc, c'est en se faisant connaître, en posant leurs problèmes, que nous allons réussir à régler les problèmes des PME. Permettez que nous revenions à l'agriculture, monsieur le candidat, et surtout à la question du foncier rural. Oui. Oui, question fondamentale pour un pays comme le nôtre. C'est vrai. Et en 2010, justement, si on revient sur les traces de votre programme Vivre Ensemble, vous avez dit que pendant les 5 ans de votre mandat, vous allez procéder à la délimitation des terroirs de tous les villages de Côte d'Ivoire. Oui. Vous allez donc procéder aussi à la délimitation des parcelles, à la délivrance des certificats fonciers et mettre en place des contrats et des baux agricoles sur la moitié du territoire rural, c'est-à-dire soit environ 12,5 millions d'hectares. Alors, à ce jour, vous avez promis aussi à consacrer 1100 milliards à la modernisation de l'agriculture. Si vous faisiez le point de ces engagements à ce jour, monsieur le candidat? Ah oui, mais vous savez, je rappelle que j'ai pris un pays qui sortait de ruines, un pays qui sortait de guerre. Et vous savez, pour délimiter les terres, il faut qu'il y ait la paix. Alors, ceci nous a pris du temps. Il a fallu apaiser, il a fallu donc remettre les choses en place. Ce travail a commencé. Ça prendra un peu plus de temps que je n'avais prévu, mais je suis très content du travail qui est fait par le ministère de l'Agriculture. Et fondamentalement, c'est un problème. Le problème foncier est un problème difficile. Nous sommes allés à l'Assemblée pour avoir la confirmation de la loi foncière qui avait été adoptée en 1998. Nous avons les bases juridiques et maintenant, c'est un travail qui se fait. Quant à ce que nous pouvons donner aux producteurs, je signale que le 1er octobre, quand j'ai annoncé le prix de donc 1000 francs le kilo de cacao, le point qui m'a été fait, c'est que nous aurons fait en 4 ans 4 000 milliards. Donc ce n'est pas 1 000 milliards que j'ai mentionné, c'est 4 000 milliards que les producteurs ont reçus comme ressources. Donc j'ai certainement réussi mon objectif. Donc du coup, réussir un tel objectif, c'est améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, puisqu'en fait, faire de la politique... Et surtout les planteurs, parce que les planteurs représentent tout de même le tiers de la population. C'est grâce à eux que nous avons le cacao, le café et même le riz. Regardez le riz, nous sommes maintenant à 1 million de tonnes de production nationale sur une consommation de 1 500 000. Quand j'ai pris fonction, nous étions à 300 400 000 tonnes parce que les gens préféraient importer et faire des combines avec les importations. Moi, je ferai en sorte que dans 1 an, nous puissions produire suffisamment de riz, non seulement pour nous-mêmes, en tout cas 2 ans au maximum, mais que nous puissions exporter. Bien sûr, il y a toujours un peu d'importation de riz pour des périodes un peu basses et tout ça, mais il faut donner la priorité à la production nationale. C'est comme cela qu'on devient véritablement indépendant économiquement, si l'on veut parler ainsi. Et une fois qu'on a ces productions, maintenant, il faut aller vers l'industrialisation
en commençant par les matières premières, en allant vers les mines, vers la métallurgie, ainsi de suite. Donc faire de la politique, monsieur le candidat, c'est agir pour justement transformer qualitativement la vie de vos concitoyens. Et vous promettez encore, et si je reviens à votre programme Réussir ensemble avec ADO, oui, que vous voulez que chaque Ivoirien puisse avoir accès à des soins de qualité dans un centre de santé, quel que soit le quartier, le village, la ville ou oui, le campement qu'il habite, quel que soit son niveau de vie. Monsieur le candidat, le problème, c'est que selon les données fournies par le dernier rapport national sur le développement humain du PNUD, oui, l'espérance de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens est quand même assez préoccupant, 58,61% de manière globale. Comparaison n'est pas raison, mais en Afghanistan, en Afghanistan, l'espérance de vie est de 61, en Algérie 71, en Namibie 64, en Bosnie 76. Je vous donne l'assurance que dans quelques années, nous serons bien au-delà de ces pays-là. Quand nous avons pris fonction, on était peut-être à 48 ans. Alors vous voyez, c'est le dégât qui a été commis par ce régime précédent, l'appauvrissement des Ivoiriens. C'était terrible, c'est que les centres de santé, il n'y avait même pas de médicaments, il n'y avait rien du tout. Et il fallait, quand on a pris fonction, il fallait tout refaire. Les CHU n'avaient pas de plateau technique, et ainsi de suite. J'ai les chiffres ici, nous avons construit combien de plateaux techniques, combien de centres, etc. Mais c'est des choses qui ont été faites dans l'intérêt de nos concitoyens. Moi, je suis très fier de ce que mes ministres ont fait. Ils ont fait du très bon travail et il faut que ça continue. Mais fondamentalement, on a pris un pays qui était totalement ruiné. Totalement ruiné. Et là, maintenant, 60 ans, ce n'est pas assez. Mais je vous donne l'assurance que nous continuerons d'augmenter. Je cherche ce document qui a tous les chiffres, je le trouverai tout à l'heure, pour vous dire que des progrès importants, considérables, ont été faits au cours de ces 3-4 dernières années. Mais évidemment, j'ai dit, moi je ne suis pas satisfait. Il faut aller de l'avant, il faut faire plus. Et il faut le faire de manière organisée et de façon équitable, que tous les Ivoiriens ou le maximum d'Ivoiriens puissent en profiter. Oui. C'est bon. Monsieur le candidat, vous avez une question, mais je voulais tout de suite demander au candidat, quels sont vos projets pour les Ivoiriens de l'étranger? Parce que je parie qu'ils sont tous connectés pour cette émission, ils sont en direct et ils nous écoutent. Oui, les Ivoiriens de l'étranger font une grande contribution à la vie de la nation. Et c'est pour cela que j'ai créé un ministère de l'intégration et des Ivoiriens de l'étranger. La diaspora, dans certains pays d'ailleurs, a fait la croissance de ces pays-là. On le voit dans de nombreux pays en Asie, en Amérique latine. Et ce qui s'est passé, c'est que ce n'était pas pris en compte. Maintenant que nous avons ce ministère qui est dirigé par un de vos anciens d'ici d'ailleurs, Ali Koulibaly, il fait également un excellent travail. Ce ministère a un contact constant avec toute la diaspora et qui pose leurs problèmes et qui envoie des missions. Ce ministère envoie des missions voir les uns et les autres. Même les programmes de logements sociaux, la diaspora est prise en compte. Quand je vais moi-même en visite officielle dans tel ou tel pays, je rencontre toujours la diaspora et je les invite à venir au pays et ainsi de suite. Donc, fondamentalement, nous devons profiter de ce dynamisme de la diaspora. Il y a un autre élément qui est important au niveau de la diaspora, c'est l'arrivée de tous ces jeunes qui étaient dans des institutions, dans ces entreprises importantes à l'étranger, qui voyant, moi j'ai eu des jeunes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, écoutez Président, je touche tant par mois, je suis prêt à venir et à toucher le 10e de mon salaire parce que je veux venir contribuer à l'essor de mon pays. Et je ne vais pas donner de nom pour ne pas embarrasser les gens. J'ai au moins une dizaine de jeunes gens comme ça que nous avons recrutés au cours de ces 3 dernières années, qui travaillaient dans des grandes banques internationales, dans de grandes sociétés internationales, donc à Londres, à Paris, à Johannesburg, à Washington, et qui ont accepté de venir pour des salaires qui font peut-être le 10e de ce qu'ils touchaient. Parce qu'il y a cette fibre patriotique d'aider et de participer à une œuvre. Ils sont très fiers quand je vois ça. C'est ma plus grande satisfaction quand je fais ces voyages à l'étranger. De voir que mes concitoyens sont fiers, ils sont devenus heureux, ils veulent rentrer, ils me disent ah, je veux rentrer, ben, je veux m'inscrire dans le programme de logements sociaux. On dit d'accord, etc. Je suis prêt à accepter
une réduction du coût. Je suis allé dans un pays africain, je ne dirais pas lequel, où il y avait tellement d'Ivoiriens qui voulaient rentrer. Le chef de l'État du pays m'a dit, mais président, ne faites pas ça. S'ils rentrent, moi, c'est le tiers des gens dans le secteur privé ici qui vont partir. Parce que nous avons beaucoup d'Ivoiriens dans le secteur privé de ce pays. Mais beaucoup sont rentrés. Et bon, mais il faut aussi que certains puissent partir, se faire une plus grande expérience pour revenir. Je voudrais féliciter les Ivoiriens de la diaspora pour leur contribution au développement de notre pays. Monsieur le candidat, l'une des préoccupations majeures de la population, c'est le logement. Oui. Vous promettiez 60 000 logements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique pratiquement à la fin de votre mandat qu'aucune clé n'ait encore été remise concernant... Ah non, il y en a... Même si on a vu des maisons sorties de terre. Les clés ont été remises, il y en aura encore beaucoup plus d'ici la fin de l'année. On les chiffre à combien exactement? Vous savez, je suis président de la République pour le moment, même si je suis candidat. Il y a certaines questions qui relèvent plutôt des ministères. Il y en a eu, il y en aura plus, et surtout le programme que nous avons actuellement, vous le verrez là-dedans, prévoit à peu près 50 000 logements par an sur les 5 ans à venir. Ça fera 250 000 logements. Mais ce que nous devons constater, c'est qu'avant, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Alors là, on a commencé. Ces questions sont assez difficiles à régler parce que quand vous voulez faire un logement, un programme immobilier, il faut d'abord avoir le terrain. Et quelquefois, vous savez, prendre le terrain, il y a eu tellement de faux dans les histoires de terrain ici, qu'on va avoir un terrain, il y a 5 personnes qui sont propriétaires. Alors, le temps de régler ça, ça prend 1 an. Et quand on veut un espace plus grand, il faut négocier avec les uns et les autres. Et quand ça arrive, le financier dit, mais depuis 1 an, moi, mes chiffres ont changé. Il faut reprendre le programme, il faut trouver le financement. Mais un aspect qui me tenait à cœur, c'était non seulement d'avoir des maisons, mais faire en sorte que ces maisons puissent être achetées par les Ivoiriens. Donc, il fallait peser sur le coût du crédit. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes intervenus auprès de la Banque centrale pour que la durée des crédits immobiliers aille au-delà de 10 ans. Donc maintenant, c'est 15 ans plus le financement par la Banque centrale. Ça veut dire que le financement maintenant des prêts immobiliers peut aller jusqu'à 25 ans. Mais ce n'était pas le cas il y a 4 ans. Maintenant, si quelqu'un a une maison de 10 millions, il peut financer ça sur 20 ans. Et ça correspond peut-être au loyer, ou même moins élevé que le loyer qu'il paie aujourd'hui à Abobo ou à Yopougon. Donc voilà, c'est ces choses concrètes que nous faisons. Et nous allons continuer de le faire. Je reviens aux chiffres, puisque vous me donnez, j'ai trouvé les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure. Voyez-vous, quand vous prenez par exemple les questions relatives aux revenus des uns et des autres, ou la production d'énergie, les revenus des produits de rente, et j'ai tous ces chiffres-là. C'est remarquable ce qui a été fait. Pour l'eau potable, par exemple, nous avons augmenté la fourniture d'eau potable de 82% en 4 ans, voyez-vous. Et nous sommes à 82% de taux de couverture. Donc, dans 2 ans, nous aurons de l'eau potable partout, dans toutes les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Sur l'électricité, nous sommes à 78%. Et le programme que nous avons d'électrifier tous les villages de 500 habitants fera que nous serons donc de 500 habitants. C'est un objectif à atteindre en 2017, c'est dans 2 ans. Oui, j'avais dit 2020, mais ce sera en 2017. Nous sommes à 2 ans. Dans 2 ans, nous sommes à 78%. Prenez le cas d'Abidjan. Quand je suis arrivé aux affaires, savez-vous qu'Abidjan avait un déficit en eau de près de 200 000 mètres cubes jour. On avait une consommation d'à peu près 500 000. Mais aujourd'hui, nous produisons plus de 600 000. Et bien sûr, on me dira qu'il y a quelques quartiers où il y a des problèmes, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de production d'eau. Mais tout simplement, c'est parce que les tuyaux, les conduits d'eau n'ont pas été maintenus pendant 10 ans, pendant 15 ans, ou bien les gens les ont cassés. Mais tout ça est en train d'être réparé et ça se passe bien. Et donc, en 5 ans, si on prend mes investissements jusqu'à la fin de 2015, de 2011 à 2015, mon programme précise que nous aurons donné autant d'eau à Abidjan que pendant les 50 années de notre indépendance. En 5 ans, nous avons donné plus d'eau à Abidjan que pendant un demi-siècle. Alors, ce sont des choses importantes. Évidemment, quand on a ça
ça devient quelque chose de normal. Je suis allé hier, je me suis dit la campagne, je vais aller visiter quelques familles et m'assurer que ce que j'ai promis est fait. Hier, j'étais à Nyangon. Je suis allé voir une famille que j'avais visitée et j'ai dit, bon, mais comment ça va maintenant? La dame a dit, mais président, maintenant on a de l'eau potable, maintenant je n'ai plus besoin de me lever à 4 h du matin. C'est dans la commune de Cocody. Non, à Yopougon. La commune de Yopougon. Ah oui, non, je suis allé hier, par exemple, je suis allé à Nyangon voir cette dame, ensuite je suis allé à Trois-Rouges pour voir une autre famille, pour voir comment ça se passe et quels sont vos problèmes. Ce que j'entends, tout le monde me dit vraiment, président, ça va mieux, ça va mieux. Ça ne veut pas dire que ça va très bien, mais ça va mieux par rapport à la situation que nous avions il y a 4 ans. Et c'est cet élan que nous devons poursuivre. Moi, je veux que dans 2 ans, dans 3 ans, pour l'eau potable, nous soyons à 100%. Pour la question donc, de l'électricité, on soit quasiment à 100%. C'est jamais 100% parce qu'il y a des coins reculés toujours qui n'ont pas d'électricité, même en France et aux États-Unis. L'augmentation des produits de rente, c'est 20% d'augmentation du revenu donc, produit, et ainsi de suite. Les localités électrifiées, plus de 3663 ont été faites, et ainsi de suite. Donc j'ai tous ces chiffres ici. Et la santé, vous parlez de la santé. Nous avons construit 10 hôpitaux et centres de santé en 4 ans. 10 hôpitaux. Monsieur le candidat, vous pouvez nous confirmer ici qu'il n'y a eu aucun cas d'Ebola ici en Côte d'Ivoire? Aucun cas d'Ebola. S'il y avait eu, on l'aurait dit, on aurait pris les preuves. Vous savez, je ne suis pas pour ces choses-là. Il ne faut jamais cacher les choses, hein, si c'est trop grave. S'il y avait un seul cas d'Ebola, on aurait alerté les gens, on aurait dit telle région, on aurait interné la personne. Nous aurions pris les mesures tout de suite pour nous assurer. Parce que si vous êtes laxiste dans ces choses, c'est toute la population ivoirienne que vous mettez en danger, c'est de l'irresponsabilité. Donc ma volonté, et les ministres le savent, nous devons être très, très, très rigoureux dans le traitement de ce genre de situation. Voilà, je voudrais demander à la réalisation de nous dire combien de temps il nous reste. Le temps de... Vous avez une préoccupation au niveau de l'éducation? Totalement. Allons-y. Oui. Merci David. Alors, monsieur le candidat, donc, vous parlez donc d'Ivoiriens bien logés, d'Ivoiriens bien soignés, oui. Et aussi donc d'Ivoiriens bien éduqués. Mieux soignés. Mieux soignés, d'accord, voilà, mieux soignés, pas bien soignés, mieux soignés. Et donc, oui. Mais par contre, pour l'éducation, c'est ce qu'il y a de, pas de mieux, mais même de très bien, puisque vous dites que votre ambition est de fournir à toute la jeunesse une éducation de qualité qui lui permet de contribuer au développement de notre pays en la préparant au marché de plus en plus compétitif du travail et en lui permettant de rivaliser sans complexe avec les compétences venues d'ailleurs. Nous avons donc en Côte d'Ivoire aujourd'hui 5 universités, Daloa, Bouaké, Korogo, Adjamé et Cocody. Mais le problème, c'est que ce sont des universités qui n'ont pas forcément les commodités les plus adaptées pour permettre aux étudiants de travailler et d'être en phase avec la mise en œuvre du système LMD. Pas de bibliothèque. Non. Pas de bibliothèque, monsieur le candidat. Vous êtes sévère, Agnès. Non. Vous savez, je suis de très près ces questions, surtout de l'université de Cocody. Mais d'abord, on ne peut pas investir 100 milliards dans un projet et puis se laisser déborder par une affaire de 3 ou de 4 milliards. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de bibliothèque. Mais c'est toujours la même chose, c'est les procédures. Vous savez, j'ai trouvé une administration qui adore les procédures. Ici, c'est sans doute pour la corruption qu'ils font ça. Mais ça, je vais le régler. Alors, vous savez, pour commander quelque chose, c'est tellement compliqué. Chacun veut donner son visa avant que ça ne se fasse. Mais ces problèmes, j'ai demandé à la présidente de prendre ça en main et de le régler. Et nous sommes en train de le faire. Je donne l'assurance aux étudiants que c'est une chose qui est prise en main. Mais les questions de gouvernance, je trouve, c'est bien qu'on nous dise qu'on a fait le plus grand progrès dans ce domaine. Mo Ibrahim, la Banque mondiale, les autres instituts. Mais moi, je ne suis pas satisfait. Je trouve que nous devons faire mieux. Et c'est pour cela, à mon discours de Yamoussoukro, j'ai parlé de l'Ivoirien nouveau. C'est-à-dire qu'on apprenne à faire les choses de manière régulière. Que le travail soit la chose importante. Que la compétence soit donc récompensée, et ainsi de suite. C'est cet esprit nouveau. Qu'on n'essaie pas de faire traîner des dossiers dans l'administration pour pouvoir prendre de l'argent au passage. Que quand les gens arrivent dans un centre de santé, que les gens ne disent pas la machine est en panne pour pouvoir avoir 1000 ou 2000 francs. Voyez. Mais sur l'éducation, je peux vous dire, nous avons donné plus de 10 millions
400 000 kits scolaires en 4 ans, c'est du jamais vu. Et 10 millions manuels, et ainsi de suite. Donc nous faisons ce qu'il faut aussi bien au plan universitaire, au plan du secondaire. Et pourquoi j'ai demandé que l'école soit obligatoire? C'est précisément pour accélérer ce phénomène. Parce que construire 10 000 ou 15 000 classes, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous devons faire plus. Nous devons construire beaucoup plus de classes. Nous devons arriver à construire peut-être 20 000 classes par an sur 5 ans pour absorber le nombre de jeunes qui ne vont pas à l'école, et surtout les jeunes filles. C'est pour cela que j'ai demandé le financement au Fonds arabe de 6 lycées de jeunes filles que j'ai obtenus, surtout dans les régions du nord et du nord-est, où les jeunes filles ne vont pas à l'école. Elles sont pas traitées de manière égalitaire. Et mon ambition, c'est de multiplier par 2 le nombre de lycées de jeunes filles. Alors donc il y a un certain nombre. Vous savez, dans la gestion d'un État, il faut voir les points forts et les points faibles. Et je considère pour ma part que fondamentalement notre administration, malgré les progrès qui ont été faits, malgré l'augmentation des salaires qui a été octroyée, qu'il y a une faiblesse et nous devons faire mieux. Et je demande aux fonctionnaires de faire plus, de faire mieux, d'être beaucoup plus responsables dans l'exécution de leur mission. De se dire que nous sommes tous au service des Ivoiriens. Nous ne sommes pas là pour régler un problème personnel, à avoir un peu d'argent ici ou là au passage. Ce n'est pas acceptable et malheureusement, c'est ce qui continue. Il y en a moins. Je prends la police par exemple, tout le monde remarquera qu'on a moins de problèmes dans ce domaine au niveau de la police. Quand nous sommes arrivés avec combien le racket, tout le monde en parlait. Maintenant, on n'en parle plus parce que c'est quasiment réglé. Les barrages illicites qu'il y avait un peu partout, même pour aller à Zopé, pour aller n'importe où, il y avait des barrages partout. Maintenant, on n'en parle plus. Mais vous savez, c'est un travail quotidien, un travail de rigueur. Et j'en profite pour féliciter le ministre chargé de la Sécurité, parce que la police est en train d'être assainie. C'était un problème pour les citoyens. Maintenant, ça va mieux, mais ce n'est pas assez. Donc, je reviens là-dessus pour dire que l'éducation doit continuer d'être une priorité, parce que si nous n'arrivons pas à régler le problème de l'éducation, le problème des jeunes, parce que ça aboutit au problème de leur formation, de l'emploi, nous n'allons pas régler le problème donc des jeunes. Et si on ne règle pas le problème des jeunes, ça veut dire que nous ne réglons pas les problèmes de l'avenir de notre pays. Cela veut dire que nous n'avons pas eu suffisamment de vision pour faire en sorte que ce pays soit véritablement émergent et reste dans le peloton de tête des pays donc modernes. Monsieur le candidat, je voudrais me souvenir de cette fameuse phrase que vous avez lancée pour illustrer les grands travaux et répondre aux Ivoiriens qui se plaignaient de difficultés financières. Et je cite, « l'argent travaille ». Fin de citation. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que l'argent a suffisamment travaillé pour pouvoir se reposer dans la poche des Ivoiriens? Non, mais l'argent est dans la poche des Ivoiriens. Je vous ai parlé des planteurs tout à l'heure. Le montant, quand même, les planteurs ont eu l'augmentation ici. 4 000 milliards, vous avez 4 dit 000 milliards, mais c'est surtout l'augmentation depuis... vous savez, le prix du cacao, c'est très simple. De la campagne 2010-2011, les planteurs vous diront, hein, je les ai vus à Yamoussoukro, on en a discuté, ils avaient à peine 500 francs. Mais depuis le 1er octobre, c'est 1 000 francs. C'est 1 000 francs, mais monsieur le Président, vous savez attendez, non, il y a ça. Deuxièmement, vous prenez les fonctionnaires. Les fonctionnaires n'avaient pas eu d'augmentation de salaire. Je ne sais pas à la RTI ici quelle est votre situation, si vous êtes fonctionnaire. Alors donc, pendant quand même 27 ans, il n'y avait pas eu d'augmentation de salaire, mais je l'ai fait. Alors, vous prenez le SMIC qui était à 30 000, maintenant on est à 36 000, on est à 60 000, et c'est tous les secteurs comme ça. Alors, si cet argent sort, bien sûr, il y a l'investissement. Comme je l'ai dit, on est passé d'un taux d'investissement de moins de 10% à un taux d'investissement de 2 000 milliards d'investissement sur 5 800 milliards de budget. C'est quand même pas mal. Mais fondamentalement, c'est ce qui permettra à l'argent d'aller dans la poche des citoyens. Et puis, c'est important ce que vous dites, M. Koné, parce que je préfère que l'argent soit dans les poches que plutôt que ce soit dépensé sur du n'importe quoi. Donc,
plus les Ivoiriens auront de l'argent, je leur demanderai d'épargner. Pour constituer une épargne Voilà, locale. constituer une épargne pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école dans des conditions meilleures, pour pouvoir contribuer à la couverture maladie universelle, pour soigner leurs familles et leurs enfants, pour pouvoir construire une maison, les logements sociaux sont là, et ainsi de suite. Il y a toute une série de choses qui sont possibles quand on épargne. Il ne faut pas seulement penser à la consommation. Alors, vous avez parlé de 4 000 milliards captés par les paysans. Oui. Il y a une situation qui est importante. Vous savez que la richesse réside dans la transformation. Oui, Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne transforme que 33% de son cacao. oui, On a 700 000 tonnes d'anacarde. On est passé premier cette année devant Oui. l'Inde. oui, On ne transforme que 45 000 tonnes. oui, Et on a l'ambition d'aller à l'industrialisation. oui. Vous ne pensez pas que quand on observe les grosses firmes qui sont installées en Europe, en Occident, aux États-Unis, vous ne pensez pas être, vous confronter, affronter des géants qui, vu le jeu des intérêts, ne gagneraient pas, en tout cas à ce que Non, mais vous la savez, transformation, non, malgré bien les sûr. avantages comparatifs Non, dont non, nous disposons. chacun défend ses intérêts. Ces firmes peuvent défendre leurs intérêts, mais moi je suis là. Les Ivoiriens m'ont élu pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Les chiffres que vous donnez sont exacts, mais quels étaient les chiffres il y a 5 ans? Ce n'était même pas la moitié de ces chiffres. Ça veut dire que nous avons fait des progrès. Et j'ai indiqué tout à l'heure qu'en 2020, ce que je souhaite, c'est pour le cacao qu'on aille au plus pas du tiers, mais 50%, même 75% de transformation. Pour les noix de cajou, quel a été le problème? C'est la dimension des usines de décortiquage. Là, nous avons fait un travail important de contact avec certaines sociétés et dans 1 an, 2 ans, vous allez voir, le taux va bondir. Nous allons aller à une transformation de l'anacarde, la noix de cajou, de manière radicale. Donc, nous avons des objectifs et ça se passe très, très bien. Et nous ne devons pas avoir peur d'affronter les géants de ce monde, hein, parce que la matière première, c'est nous qui la produisons. Et si je décidais que mon cacao, je ne l'exporte plus, je broie tout ici, je peux le faire. Qu'est-ce que deviendraient ces usines en Hollande et ailleurs? Elles seront bien obligées de venir acheter mon cacao. Et ainsi de suite. C'est la même chose pour la noix de cajou. Mais je ne suis pas dans cet état d'esprit parce que je suis un libéral. Je veux trouver les meilleures conditions de faire avancer l'industrialisation dans mon pays de manière rationnelle et de manière responsable, qui profite surtout aux entreprises ivoiriennes. Et c'est pour cela que j'encourage les entreprises ivoiriennes et nos jeunes entrepreneurs à s'insérer dans ces secteurs qui sont d'ailleurs juteux. Hein. Agnès Crédit, vous voulez parler des Oui. femmes, des questions d'inégalité? Oui, monsieur le candidat, dans votre discours liminaire, vous avez donc abordé donc la question du genre, Oui. comme étant une question fondamentale qui vous tenait donc particulièrement à cœur. Oui. Étant entendu que les femmes représentent presque la moitié de la population, elles ont été 52% à élire le président en 2010. Oui. Elles représentent la moitié des électeurs encore cette année. Or, jusqu'à ce jour, les femmes, malgré tous les efforts qui sont donc faits par l'État de Côte d'Ivoire et par votre gouvernement, restent encore en marge de la société ivoirienne. Oui, oui. La création récente de l'Observatoire national pour l'équité et le genre confirme donc qu'il y a vraiment problème. Oui. Alors, vous en avez parlé dans votre introduction, Oui. ce qui suppose que vous avez donc une idée très claire et donc une stratégie très précise pour justement réduire ces inégalités qui sont un vrai frein à l'évolution de notre pays. Oui. Si vous revenez un peu sur ces sujets-là qui Oui. Non, vous interpellent la savez, moitié de la la population question ivoirienne. du genre, bon, c'est pas tout simplement un effet de mode, mais c'est essentiel, vous l'avez dit. Les femmes représentent la moitié de la population partout dans le monde. Bon, il y a des pays où dans le Rwanda, les femmes représentent 70% à cause de la guerre civile, beaucoup d'hommes ont été tués, etc. Mais fondamentalement, si nous voulons une société responsable, quand on voit le rôle des femmes, surtout de la femme africaine, dans le foyer, dans le ménage, mais il faut faire en sorte qu'il y ait une évolution. Il faut que les textes aboutissent. Vous vous souvenez le problème que j'ai eu quand j'ai voulu mettre à pied d'égalité les hommes et les femmes dans le code du mariage? Vous vous en souvenez? Quel tollé, il n'y en a pas eu. Mais l'Assemblée, nous avons insisté, nous avons dit, si nous voulons construire un État moderne, le couple doit être en mesure de désigner qui doit être le chef de famille. On ne doit pas dire l'homme doit être le chef de famille. Maintenant, c'est accepté. Bon, je vais à des mariages, on demande, et puis les gens
Alors, vous voyez, il faut prendre des mesures courageuses si nous voulons régler ces problèmes. Et les femmes peuvent compter sur moi. Je suis pour ces questions de régler le problème du genre. Et nous allons le faire également de manière légale. Il faut envoyer un code plus adapté de la famille, mais également il faut prendre des mesures pour la représentation des femmes, par exemple en politique. Je rappelle aussi qu'aux dernières élections législatives, bien que ce soit une dérogation, vous allez me le reprocher, j'ai fait un effort spécial pour la campagne des femmes, parce que j'y crois, parce qu'elles ne sont pas suffisamment représentées à l'Assemblée, elles ne sont pas suffisamment représentées dans l'administration, même au gouvernement, elles ne sont pas suffisamment représentées au gouvernement. Mais tout ça doit changer, ça va changer. Mais les femmes, en fait, aujourd'hui, nous en avons fini, monsieur le candidat, avec le quota. Il faut passer maintenant à la parité de manière réelle. Et la Constitution ivoirienne est très claire. Oui, vous savez, je pense c'est vrai que c'est une campagne et on doit séduire les gens, mais allons par étapes, vous voyez. Moi, je préfère faire des choses qui sont concrètes. Je suis pour la parité, mais si je dis à mes concitoyens, nous aurons la parité dans 5 ans, je ne pourrai pas le faire. Et on va dire, mais ce qu'Ado dit, Ado fait, mais ça, Ado ne l'a pas fait. Pourquoi Ado ne pourrait pas le faire? Parce que je dois passer par une Assemblée nationale et je ne suis pas sûr. Vous savez, les textes, l'Assemblée est souveraine. Quand nous allons faire des propositions du gouvernement, il faudra aller à l'Assemblée et négocier. Le code de la famille, comme je vous l'ai dit, mais ça crée des problèmes avant qu'on réussisse. Et donc, il faut qu'on négocie avec l'Assemblée pour savoir quel est le taux qui serait le plus raisonnable. Dans 5 ans, dans 10 ans, il faut le faire progressivement. Mais autrement, sur l'égalité, bien sûr, je suis pour l'égalité du genre, je suis pour l'égalité des chances. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais une chose aussi qui est importante pour les femmes en général, c'est aussi leur activité en dehors du ménage ou des activités qui accompagnent le ménage. C'est pour cela que nous avons mis en place ce fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui quand même finance aujourd'hui plus de 100 000 femmes. Oui, vous savez, une femme en Côte d'Ivoire, c'est 5 ou 10 personnes dont elle s'occupe. Ça veut dire grâce à ce fonds, c'est 1 million de femmes, entre 500 000 et 1 million de femmes qui arrivent à s'occuper de personnes qui leur sont proches. Moi, je trouve que ça, c'est une grande évolution. Et nous sommes à 8 milliards, mais on va augmenter tous les ans ce fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Donc, il faut travailler, sur le code de la famille. Il faut travailler sur tout ce qui a trait aux lois pour l'administration et la politique. Il faut travailler sur le financement, mais il faut travailler aussi sur l'éducation, d'où le lycée des jeunes filles. Mais il faut aussi que la Côte d'Ivoire respecte donc ses engagements, parce que la Côte d'Ivoire est signataire de beaucoup d'engagements, justement, et d'instruments internationaux qui, justement, demandent le respect et la reconnaissance, justement, de... Ah oui, mais vous savez, Ban Ki-moon me dit que nous sommes un des pays qui a signé le plus d'accords. Quand je suis arrivé, il y avait des textes qui dataient d'il y a 20 ans qui n'avaient pas encore été ratifiés. Donc, nous sommes maintenant quasiment à jour. Nous allons le faire. Le tout n'est pas de ratifier. Le plus important, c'est de l'appliquer. Et moi, ce que je veux, c'est appliquer ces engagements que je prends. Monsieur le candidat, 50% de la population ivoirienne composée de femmes vous écoute ce soir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, mais je le dis, mais je pense que j'ai fait la démonstration. Vous voulez que je revienne en arrière? J'ai été le premier ministre à amener des femmes au gouvernement en 90 à des niveaux de responsabilité importantes. Souvenez-vous, le ministère de la Justice était détenu par une femme et d'autres grands ministères. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé, c'est quand même le ministère de l'Éducation, qui est le ministre qui prend 22% du budget, est dirigé par une femme. Et ainsi de suite. Le ministère des Finances est dirigé par une femme. Donc moi, je n'ai pas de complexe. Je cherche les meilleurs et j'ai trouvé les meilleurs parmi les femmes pour ces départements qui sont les plus importants dans le gouvernement. Et elles font du bon travail. Donc maintenant, je ne veux pas dire, je vais tout simplement dire, 50% de mon gouvernement sera composé de femmes comme certains hommes politiques. Pourquoi pas d'ailleurs? Non, pourquoi pas? Si je peux le faire, je le ferai. Mais moi, je ne veux pas prendre des engagements que je ne suis pas sûr de tenir. Mais ma volonté, c'est d'y arriver. C'est d'y arriver le plus tôt possible. Une dame à la primature un jour. Ah mais bien sûr. Il y a beaucoup de dames capables. D'accord. Alors, vous avez une question sur le sujet? Sur la dernière articulation. La dernière articulation. Émergence ivoirienne au niveau. Effectivement, donc, dans quelques instants, nous allons parler
de l'Ivoirien nouveau, mais pour l'instant, nous allons parler de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et le sujet d'actualité chez le candidat, c'est la réconciliation, la cohésion sociale, la paix. Vous avez une préoccupation à ce niveau? Oui, la réconciliation et la cohésion sociale ont été des idées forces dès votre arrivée au pouvoir. Oui. Aujourd'hui encore, ce sont des termes qui rythment bien des discours. Avez-vous le sentiment d'avoir soudé, ressoudé les liens entre les Ivoiriens? Oui, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé à cela. Je le disais au démarrage que la réconciliation, ce n'est pas une question mécanique. C'est une question qui vient du plus profond de chacun d'entre nous. Il faut vouloir se réconcilier. Et le rôle du gouvernement, c'est de mettre les structures en place pour pouvoir accélérer ce processus. C'est ce que j'ai fait en mettant en place la CDVR et ensuite la CONARIV. Et la troisième chose, c'est de régler les fondamentaux de la réconciliation. Les fondamentaux, c'est la justice et c'est l'indemnisation des victimes. Alors, sur la justice, nous avons donc commencé les procès. Alors, ce que les gens disent, c'est de dire, voilà, justice des vainqueurs. Je préfère aborder ces questions de manière très honnête. Justice des vainqueurs, mais vous savez, la justice a son rythme. Les choses doivent se faire selon des procédures, mais il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont commis des crimes graves seront devant la justice. Je prends le cas de la Cour pénale internationale qui détient des gens depuis 4-5 ans. Les procès n'ont même pas commencé. Et on veut que je juge tout le monde en 4 ans. Mais les choses se feront normalement selon le rythme de la justice, mais je ne vais pas intervenir, je ne vais pas interférer. Maintenant, la chose où j'ai la marge nécessaire d'intervenir, c'est l'indemnisation des victimes. Parce qu'après tout, quand on voit ce qui s'est passé dans notre pays, ces femmes d'Abobo et autres, et toutes ces familles qui ont perdu tous les garçons, tous les hommes, et des veuves, elles n'ont pas un franc. Mais il fallait leur donner, bien sûr, le réconfort de la nation, ce que la CDVR a tenté de faire, mais également, il fallait également leur donner un minimum. Et c'est ce que l'indemnisation donc a commencé. Et là, je considère que nous avons budgétisé 10 milliards de francs CFA pour cette année. Nous allons les dépenser d'ici la fin de l'année et nous avons proposé à nouveau 10 milliards pour l'année prochaine et ainsi de suite. Et nous demandons aux bailleurs de fonds de nous aider à le faire parce que c'est important. Donc je me résume que la réconciliation est essentielle pour un pays qui a connu des conflits aussi graves, même une guerre. Mais c'est une affaire qui relève de chacun d'entre nous. C'est une affaire qui vient du cœur. C'est une affaire que nous devons vouloir. Et en tout cas, moi, je continuerai de tendre la main. Je continuerai de dire à chacun de pardonner et de se faire pardonner. Je continuerai de dire à chacun de mes concitoyens, faites en sorte que ce que nous avons vécu ne se répète plus dans notre pays. Je continuerai de dire que le pardon grandit et il faut avoir des paroles apaisées. Et il faut faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent, se rassemblent et que nous puissions bâtir dans la paix, dans l'union, notre pays. C'est ça le plus important. Monsieur le candidat, vous parlez de plus en plus d'un Ivoirien nouveau. Qu'en est-il de ce profil-là et quel est le prototype de cet Ivoirien au plan mental, au plan social et pourquoi pas au plan économique? Oui, il y a déjà beaucoup d'Ivoiriens nouveaux, hein, je vous le dis. Je veux que le nombre d'Ivoiriens nouveaux soit encore plus large et que ça devienne la majorité. Et pour moi, un Ivoirien nouveau, d'abord, c'est un Ivoirien qui est conscient de son rôle et de sa contribution à la vie de la nation et de ses responsabilités. Cela veut dire que chacun de nous doit tenter d'être un modèle. Un modèle pas seulement pour sa famille, mais également pour ses voisins, un modèle pour les autres. Et qu'on dise, ah oui, ce monsieur est un monsieur bien. Voici l'Ivoirien nouveau, qui est travailleur, qui est discipliné, qui est rigoureux, qui fait les choses, qui ne fait pas des promesses fallacieuses, et ainsi de suite. Donc c'est un nouvel état d'esprit que je souhaite que nos compatriotes puissent donc absorber. Et que, voyez-vous, le monde change. Nous devons nous dire, mais que sera la Côte d'Ivoire dans 5 ans, en 2020, surtout dans
dans 10 ans, dans 15 ans, en 2035, si les mentalités restent ce qu'elles sont aujourd'hui, nous serons en déphasage avec le monde en 2035, parce que les autres avancent au plan de la mentalité, de la technologie. Donc l'Ivoirien nouveau doit se projeter sur l'avenir. L'Ivoirien nouveau doit se dire, je vais être prêt à affronter le futur. Dans 5 ans, dans 10 ans, je vais être présent. Mon pays doit continuer de compter. Moi, je ne veux pas faire tout ce travail, si je suis élu encore 5 ans pendant 10 ans, amener mon pays à un tel niveau, et que dès que je pars, ça s'effondre, parce que les gens n'auront pas absorbé que travailler, c'est important. Les uns et les autres n'auront pas compris que être ensemble, c'est important. Avoir de la rigueur, que c'est important. Vous voyez, il y a un certain nombre de critères, de repères qui doivent marquer notre action donc de tous les jours, et c'est sur ça que je voudrais insister. Et c'est important parce qu'en réalité, pour la pérennité de notre action, nous devons faire en sorte que les choses puissent continuer de s'améliorer. Il ne faut pas que les choses stagnent. Une jeunesse responsable qui Une se laisse pas manipuler par les politiques. Exactement. Vous voyez, vous êtes un Ivoirien nouveau. Non, mais c'est important. Vous savez, c'est triste ce que nous avons vécu ces 10 dernières années. Ces jeunes gens qui ont été manipulés comme ça. Et ils ne sont pas à l'école. Ils n'avaient rien. On leur donnait un peu d'argent pour aller faire de ceci, marcher. C'est pas ça la vie. On doit leur donner un emploi. On doit leur donner d'abord une éducation, ensuite une préparation, une formation, et ensuite un emploi. C'est ça la responsabilité des hommes politiques. Le reste, c'est vraiment se servir soi-même. Comme disait le président Houphouët, la politique, c'est pas se servir, c'est servir les autres. Et nous devons, l'Ivoirien nouveau, ça doit être ça. Nous devons être ambitieux dans ce que nous voulons pour notre pays. Ouais, nous devons être conscients de notre rôle, de notre place. Nous devons nous dire que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Nous voulons que... vous savez, un pays comme la Suisse a combien d'habitants? Mais c'est connu partout dans le monde. Mais pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi dans 10 ans, ne serions pas un pays aussi important que l'Afrique du Sud ou le Nigeria? C'est possible, mais à condition de continuer sur cette lancée. Et nous ne pourrons le faire que si vraiment les mentalités se raffermissent sur ce concept d'Ivoirien nouveau. Changement de mentalité donc, et surtout des valeurs à promouvoir. Quelles sont les valeurs, monsieur le candidat, que vous voulez donc promouvoir dans cette société ivoirienne nouvelle? Non, comme je l'ai dit, l'intégrité, la responsabilité, le travail, la ponctualité, l'ambition, l'optimisme, vous voyez, c'est tout ça. C'est peut-être demander beaucoup, mais si on a déjà quelques-uns de ces éléments, je pense que c'est pas mal. C'est l'Ivoirien, monsieur le candidat, c'est l'Ivoirien émergent? Voilà. Non, c'est plus qu'émergent. Parce que l'émergence, nous l'aurons. Comme je l'ai dit, l'émergence, nous l'aurons parce que nous aurons atteint tous les chiffres clés de l'émergence, le revenu par tête d'habitant, la couverture en eau potable, la couverture en nombre de personnes soignées, la baisse des taux de maladies infectieuses, etc. On va atteindre tout ça. Mais après, les conditions de vie seront meilleures. Une fois que les conditions sont meilleures, tout le reste se passe dans la tête. Vous voyez? Donc, le fait de vouloir travailler, de se dire le matin, je ne peux pas ne pas aller travailler. Le matin, je me réveille tôt parce que je vais être à l'heure, parce que je ne veux pas être en retard, et ainsi de suite. C'est ce réflexe qu'il nous faut. Parlant d'émergence, justement, il y a 2 ans, interrogeant votre ancien patron au Fonds monétaire international, oui. M. Michel Kandessu, oui. et nous traduisait toute sa confiance dans votre ambition à amener la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Oui. Quelles sont vos convictions à amener ce pays à l'émergence en 2020? Oui, vous savez, moi je suis confiant parce que nous avons un peuple qui est ouvert. Nous avons cette diversité qui est une richesse, comme je l'ai dit, qui a été mal utilisée quelquefois par le passé. Mais là, regardez les États-Unis d'Amérique. Pourquoi c'est une grande nation? Ce n'est pas à cause du nombre d'Américains, mais c'est parce que l'Américain est d'abord un Américain. C'est ce que moi je voudrais pour la Côte d'Ivoire, qu'un Ivoirien soit d'abord un Ivoirien, hein, et que tout le reste soit secondaire. De quelle ethnie, de quelle région, etc., de quelle religion, tout ça doit être secondaire. L'Ivoirien doit d'abord se dire,
moi je suis ivoirien. C'est la chose essentielle. Alors, à partir de là, vous savez, tout devient possible. Michel Kansu a été mon patron et c'est un ami, je dirais même un frère. Et il m'a beaucoup encouragé à venir en politique parce qu'il a dit, mais Alassane, tu feras de grandes choses pour ton pays. Moi, je comprends ta décision. Parce que quand j'ai quitté le Fonds monétaire, vous savez, il y a beaucoup d'administrateurs des pays que je ne nommerai pas qui me disent, mais pourquoi vous voulez partir? Mais vous savez, un poste qui est plus important que le poste de président de Côte d'Ivoire, pourquoi vous voulez aller vous mettre dans tous ces problèmes? J'ai dit, mais parce que je pense que je peux apporter à mon pays. Et je suis heureux de dire que, en tout cas, j'ai apporté quelque chose à mon pays et ce que je demande à mes concitoyens, de me donner la possibilité de continuer. Je voudrais donc à la fin de cette émission remercier mes concitoyens, vous remercier vous d'abord d'avoir donné cette opportunité, dire à mes concitoyens que c'est une chance que je considère d'être président de la République, mais c'est aussi une lourde responsabilité. Et que quand on a cette fonction, on est l'Ivoirien, le président, pardon, de tous les Ivoiriens, sans aucune exception, sans aucune discrimination, sans exclusive. On est le président de tous les Ivoiriens. Et c'est ce que je voudrais dire en conclusion, que je continuerai d'agir, de faire en sorte que chaque Ivoirien se dise, il est vraiment mon président. Parce qu'il fait ce à quoi je m'attendais, ce que je veux pour notre pays. Et donc je voudrais, chers compatriotes, vous remercier, vous dire que ces 4 années et demie n'ont pas été faciles, mais nous avons bien commencé et je souhaite un second mandat pour pouvoir poursuivre et être conforme donc à mon ambition pour une Côte d'Ivoire moderne, une Côte d'Ivoire modèle et surtout mettre en place donc un esprit nouveau dans notre pays. Je vous remercie. C'est la fin de ce premier numéro de Face aux électeurs. Ces électeurs qui auront à élire le président de la République de Côte d'Ivoire le dimanche 25 octobre 2015. Demain, le deuxième invité de Face aux électeurs sera M. Konan Kouadio Siméon, candidat indépendant à cette élection présidentielle. Bonsoir.